Eh bien, la REF, la rencontre des entrepreneurs francophones, qui est devenue le rendez-vous incontournable des acteurs économiques de l'espace francophone, se veut également être un espace de dialogue et d'échange. C'est donc sur ces mots que je vais introduire le modérateur du premier panel de cet après-midi, qui a pour thème l'intégration régionale comme catalyseur de croissance économique dans les pays francophones. Je vais inviter le modérateur Maître Louis-Raymond Gomez à s'avancer et à me rejoindre. Maître Gomez est un avocat international reconnu pour son expertise en fusion-acquisition, capital-investissement et droit des sociétés. Il est inscrit au barreau de Pointe-Noire, de Paris, de Londres, de l'Illinois, également aux États-Unis. Il accompagne des entreprises, institutions financières dans leurs projets stratégiques. Et grâce à sa double compétence locale et internationale, il intervient sur des opérations complexes à dimension transnationale. Son expérience auprès d'acteurs majeurs lui permet de jouer un rôle clé, à la fois comme conseiller juridique stratégique et comme facilitateur de partenariats à forte valeur ajoutée au sein de l'espace francophone. Très cher maître, la parole est à vous et je vous laisse inviter vos panélistes. Bonjour à tous. J'ai donc l'honneur d'être modérateur du premier panel qui porte sur l'intégration régionale comme catalyseur de croissance économique dans les pays francophones. Je vais donc appeler Monsieur Patrick Martin, président du MEDEF, président du groupe Martin Belacéide, une société qui travaille dans le groupe secteur pétrolier au Congo. Monsieur Régis Fassia, vice-président de Patronat au Bénin et PDG de Top Chrono, une entreprise de logistique et de transport qui évolue au Bénin et dans le reste de l'Afrique. Nous avons Monsieur Sorasme Kébin, qui est président directeur général, actuel ambassadeur de l'Alliance des patronats francophones pour la région Asie-Pacifique, représentant spécial de la Chambre de commerce cambodgienne pour la REF Brazzaville, ancien président de la CCI France-Cambodge et, d'un point de vue privé, il est PDG de la société Confluence, qui est spécialisée sur l'accès au marché et l'investissement sur la région Mékong. Nous avons enfin M. Youssouf Moussa Dawale, président de la Chambre de commerce de Djibouti. Il est également président de la CPCCAF, qui est la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Je vous invite encore une fois à applaudir tout ce panel. Alors, on parle donc d'intégration régionale dans l'Afrique francophone. Intégration veut donc dire que les pays, les différents États, les économies sont connectés. Je vais inviter chacun de nos panélistes à s'exprimer sur le sujet. Et peut-être pour ouvrir le sujet, une des premières questions que on pourrait aborder tous ensemble est quelle est pour vous, sans ordre particulier, l'intégration régionale dans le contexte francophone? Comment est-ce que vous le voyez? Comment est-ce que vous le définissez? Je me permets de commencer. Bon, d'abord, bien sûr, en félicitant, en remerciant Michel et Narcisse aussi pour l'excellence de l'organisation de cette manifestation et puis l'esprit qui règne, l'esprit très constructif, confiant et prospectif. Je crois que nous en avons infiniment besoin. Il faut dire aussi que le MEDEF, qui représente 240 000 entreprises dans tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles, et lesquelles entreprises employant 12 millions de salariés, le MEDEF est évidemment très attentif à ce qui se passe à travers le monde.
le moins qu'on puisse dire, c'est que l'histoire s'accélère d'une certaine manière et pas forcément dans le bon sens, et que nous sommes très soucieux de voir ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochains mois et les prochaines années. Mais en ayant une conviction. Cette conviction, c'est que les schémas sur lesquels nous fonctionnions jusqu'à une période récente, fondés sur le droit, fondés sur le libre-échange, fondés sur des règles de fonctionnement du commerce international, ces schémas sont profondément et probablement durablement remis en cause. Ça renvoie donc à l'impérieuse nécessité, tout simplement à l'intérêt, de constituer des plaques régionales qui s'exonèrent, en tout cas, qui s'émancipent d'une partie de ces tensions, de ces contraintes et de ces chamboulements internationaux. Je ne veux pas dire que c'est un exemple, mais je cite quand même le précédent, le cas de l'Union européenne. L'Union européenne passe actuellement pour être un petit peu ballottée, je dirais, entre en particulier les États-Unis et la Chine, et c'est vrai. Ça n'enlève rien au fait que l'Union européenne se porte bien d'avoir des règles de fonctionnement internes qui sont perfectibles. Pour ceux qui ont suivi ça, il y a eu en particulier de la part de Mario Draghi un rapport tout à fait fondateur pour que l'Europe aille plus loin encore en approfondissant son marché intérieur, en mettant en place une union de marché de capitaux, en repensant sa politique énergétique. Mais même si donc l'Europe a encore des gros progrès à faire, elle a le mérite d'exister, avec des pays qui travaillent en confiance entre eux, parce qu'il y a un cadre juridique qui est stable, qui est clair et qui est rassurant, et puis parce qu'il y a une forme de répartition des rôles, de spécialisation par pays. Et donc l'Europe a beau être ballottée, je dirais, entre les superpuissances, à ce jour, elle reste le plus grand marché mondial, avec ses 450 millions d'habitants et un pouvoir d'achat qui est assez élevé, et elle dispose de fondamentaux importants. Je finis, parce qu'on n'est pas là pour parler, je ne suis pas là pour parler d'Europe, en disant que ça reste malgré tout une zone de forte attractivité. Pour ceux qui suivent ça, nombreux parmi vous, si on regarde les flux de capitaux ces derniers temps, là où les capitaux quittaient l'Europe pour aller prioritairement aux États-Unis, mais également en Chine, le temps que ça pourra, les capitaux reviennent en Europe, précisément parce qu'il y a des règles qui sont connues et qui sont à respecter. De la même manière, il y a des investissements directs qui viennent en Europe. Le président de la République française a organisé il y a quelques mois un sommet mondial de l'intelligence artificielle, à l'occasion duquel il a pu annoncer 109 milliards d'euros d'investissement sur des data centers en particulier. Et donc l'Europe, du fait de cette stabilité, demeure un pôle d'attractivité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble de l'intérêt de chacun, alors c'est vrai en Afrique, mais c'est vrai dans certaines zones de l'Asie-Pacifique, il est important de se mettre autour de la table, de travailler en confiance, d'installer autant que possible des règles de fonctionnement communes, et puis de veiller à ce que ces règles soient respectées. Et je pense qu'à partir de là, à nouveau, ça s'est vérifié après-guerre sur le continent européen, à partir de là, il y a un effet d'accélération extrêmement puissant, parce que cette confiance, ces règles communes, les investissements qui peuvent être engagés communément entre différents pays, typiquement sur les infrastructures, eh bien, sont de nature à apporter la prospérité et à attirer les investissements. Okay. Merci beaucoup. Alors les débats sont tellement passionnants que je vais venir avec vous. Je vais venir m'asseoir. Ça sera Est-ce que tout le monde entend? Parfait. Autre question pour rebondir, donc on a parlé de l'Europe et on parle donc de règles qui donnent confiance, on parle de travailler ensemble. On a tendance à remarquer que dans les pays qui sont intégrés, on n'a pas de conflit particulier. Est-ce que quelqu'un serait intéressé pour rebondir sur ce fait particulier dans la région principalement africaine ou dans d'autres régions? Oui, alors c'est vrai que l'intégration régionale s'impose à nous, parce que c'est un vecteur de développement économique. Et lorsque je prends les pays francophones, d'Afrique en l'occurrence, le constat que je fais est le suivant. C'est à la faveur justement d'une intégration régionale que nous avons eu la chance, en Afrique de l'Ouest, de créer l'espace UEMOA, qui nous a permis d'avoir une zone économique et une monnaie unique.
Et ça a été la même chose dans la zone CEMAC. C'est à la faveur, bien évidemment, du fait que nous avons un partage, je dirais, en commun de la langue française. Et vous faites bien de le dire. Et lorsque je regarde la plupart des pays qui partagent en commun la langue française et qui sont dans une union économique et monétaire, le sentiment que j'ai, c'est qu'effectivement, dans ces pays, il n'y a pas de guerre fratricide, il n'y a pas de conflit visible et palpable, ce qui veut dire qu'effectivement, le fait que nous partagions la même langue, nous avons la même culture, crée des liens, crée des situations telles que, en cas de différend, on arrive effectivement à se comprendre, à coordonner un peu les choses. Et c'est tellement vrai que lorsqu'on regarde, ce qui me concerne, c'est l'Afrique. Lorsqu'on regarde la plupart des situations où les pays africains ont tendance à se développer de façon, je dirais, individuelle, on se rend bien compte que ça ne marche pas. Pour la petite histoire, je me permettrai, dans le cas d'espèce, de rester anecdotique et très très factuel. Souvenez-vous, en 61, il y a eu 11 chefs d'État africains qui ont eu la brillante idée de s'associer, de se mettre ensemble parce qu'ils parlaient la même langue, le français, et de créer une compagnie aérienne qu'on a appelée jadis Air Afrique. Eh bien, ça a été, pour la plupart des pays africains, un véritable fleuron du développement économique. Ça a été véritablement l'outil à partir duquel, eh bien, la plupart des pays africains pouvaient se déplacer d'un point à un autre en Afrique. Et depuis que Air Afrique n'existe pas et que chacun des pays africains crée leur propre compagnie aérienne, mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ça ne fonctionne pas. C'est tellement vrai qu'avant-hier, j'ai quitté Cotonou à 11h. Et je pense qu'il y a plein de personnes dans cette salle qui pourraient le confirmer. Je suis arrivé à Brazzaville à 23h. C'est-à-dire que j'ai fait 12 heures de vol. Celui qui allait à Shanghai en partant de Paris est arrivé bien plus vite que moi. C'est bien la preuve que nous devons mutualiser nos forces. Nous devons véritablement faire en sorte que la seule alternative qui convienne pour nous, c'est de travailler en commun. Et moi-même, en tant que chef d'entreprise, Top Chrono, je suis bien placé pour dire que je suis le fruit, vraiment par excellence, de ce que l'intégration régionale m'a été favorable, parce que j'ai créé mon entreprise en 1995 au Bénin, ensuite je l'ai créée au Togo, ensuite je me suis installé au Burkina Faso, ensuite au Sénégal, ensuite en Côte d'Ivoire, puis au Niger, évidemment en France comme hub. C'est bien la preuve que l'intégration régionale est un outil qui propulse l'économie et qui est vraiment un vecteur de développement pour nos pays et pour nos peuples. Merci, M. Fassia. Je tiens à dire qu'à un moment, en fonction de lorsqu'il devra partir, M. Martin devra s'excuser pour un... Alors... Je me permets de préciser qu'il y a une actualité française un peu trépidante en ce moment, au niveau gouvernemental. Nous comprenons. Alors, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui vient donc de très loin, mais donc du Cambodge, qui est avec nous, M. Sorasme. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu, rentre dans le contexte de la francophonie, est-ce qu'il existe justement une intégration dans votre secteur? Si oui, quel est son impact? Sinon, pourquoi est-ce que vous pourriez en bénéficier d'avoir une telle intégration? Oui, merci. Effectivement, je viens de loin, même si en réalité j'ai un peu triché parce que j'étais à Paris avant de venir, donc c'était quand même plus simple et plus rapide. Donc je viens ici sur 2 journées qui sont quand même très tournées sur l'Afrique et c'est très normal. Moi, quelque part, je représente la francophonie asiatique, qui est une francophonie différente, qui est une francophonie, de tradition, qui se retrouve ici plutôt dans nos élites politiques et dans certaines de nos élites, mais qui a du mal, je dirais, à perdurer pour le moment dans les milieux économiques. Et qui surtout, en réalité, la francophonie économique asiatique, pour rappel, la francophonie en Asie, c'est 3 pays, c'est le Cambodge d'où je viens, le Laos et le Vietnam. La francophonie économique entre ces 3 pays, elle n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a pas d'intégration de ces 3 pays. Mais en revanche, ces 3 pays
constituent et sont membres d'un ensemble plus large qui s'appelle l'ASEAN, je crois que c'est l'ANAS en français, mais je ne vous cache pas qu'on n'utilise pas du tout cet acronyme en Asie. L'ASEAN, pour rappel, c'est un marché de plus de 670 millions de consommateurs, c'est je crois 4 000 milliards de PIB, c'est un marché qui est très important, c'est un marché qui va vers une intégration progressive. Nos gouvernements ont choisi d'y aller doucement vers un abaissement des tarifs douaniers intra-pays, mais on a toujours des douanes, on a une libre circulation des personnes. En revanche, quand on a un passeport cambodgien, on peut circuler sur toute la zone sans visa. Ça rassemble quand même plus de 15 pays. Je pense que c'est une véritable réussite. Ça n'empêche pas les rivalités d'un pays à un autre. Par exemple, pour le Cambodge et le Vietnam, on se tire la bourre régulièrement pour savoir qui va attirer les investisseurs, notamment ceux qui quittent aujourd'hui la Chine. Ça, c'est un premier échelon qui est déjà très avancé, qui, je pense, est un vrai modèle de réussite, véritablement. Et aujourd'hui, on passe encore à une autre échelle avec ce qu'on appelle le RCEP, donc le partenariat économique global et régional, qui englobe l'ASEAN et 5 autres pays, dont la Chine. Là, c'est plus de 2,2 milliards d'habitants et ça a pour vocation à devenir la plus grosse zone de libre-échange au monde. Évidemment, ça ne se fera pas demain, ça se fera sur la durée. Ensuite, ce qu'il est important de noter, c'est que chaque pays aussi a ses propres politiques. Le Cambodge, aujourd'hui, on a un accord de libre-échange avec la Chine. Quiconque importe des produits chinois au Cambodge ne paye strictement aucune taxe. On a la même chose qui est en place avec la Corée du Sud. On est en train de signer la même chose avec l'Inde et avec les Émirats arabes unis. Mais chaque nation de l'ASEAN a sa propre politique bilatérale aussi, et c'est ce que je pense est intéressant. Ensuite, la question portait sur la francophonie. Comme je disais, pour l'instant, il n'y a rien à ma connaissance qui est en place entre nos 3 pays. Il y a un autre ensemble régional qu'on appelle la région Mekong, donc qui intègre les 3 pays de l'ex-Indochine, auxquels il faut ajouter la Thaïlande, le Myanmar et la province de Yunnan en Chine. Là, on parle surtout de développement des infrastructures communes, avec des lignes de chemin de fer, des autoroutes. Donc, gérer un pays comme le Cambodge, un autre pays comme le Vietnam, un pays comme le Laos, en permanence, nous jonglons un petit peu sur cette régionalisation, mais qui va être modulaire en fonction des grands ensembles auxquels on appartient. Après, si je suis présent ici, on a aussi une délégation politique cambodgienne. C'est évidemment que le Cambodge a un véritable intérêt au développement de cette intégration économique de l'espace francophone. Nous savons que nous sommes un peu loin, nous sommes un peu décalés, et nous espérons véritablement que le Cambodge peut servir, là je prie pour ma paroisse, peut servir de porte d'entrée aux intérêts économiques francophones sur la zone Mekong, sur la zone ASEAN et demain sur la zone RCEP. Merci beaucoup. Et pour vous, Monsieur Dawale, qui vient de Djibouti. Djibouti, c'est une zone portuaire, vous êtes face donc à la mer Rouge. Comment est-ce que, étant, on va dire, une porte d'entrée sur le continent africain, de par votre position stratégique, est-ce que vous pouvez contribuer, ou bien le pays, contribuer à cette intégration régionale? Merci, maître. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Je voudrais d'abord remercier le peuple et les autorités, en commençant par le chef de l'État, de nous avoir accueillis avec nos amis et partenaires Inu-Congo, Michel, Nancy et l'ensemble des équipes de cet bel accueil, de cette belle ville que nous avons toujours voulu venir, mais que c'est une occasion que vous nous permettez. Si je reviens à l'intégration régionale, au nom de Djibouti, je pense que nous sommes un modèle de réussite, puisque Djibouti sert l'Éthiopie qui fait 120 millions d'habitants à hauteur de 92% de leurs entrées, c'est-à-dire les importations comme l'exportation. Et pour vous dire que Djibouti partage beaucoup avec l'Éthiopie et d'autres pays enclavés. Nous sommes en train de travailler actuellement. Je pense que la signature aura lieu à la fin du mois d'août. Le
port de Djibouti desservira de Djibouti jusqu'en Ouganda. Pour vous dire que l'intégration est une réalité dans cette région où il y a beaucoup de mouvements, où il y a beaucoup de problèmes qui aujourd'hui, comme vous le savez, avec les différentes personnes ou pays intervenants, causent énormément de difficultés pour la circulation des biens. Il était pour nous très facile toujours de recevoir sous le contrôle du président de l'AGEL des marchandises du port de Jeddah, port de Salalah, port de Saïd. Mais aujourd'hui, nous connaissons les problèmes des Houthis, nous connaissons ces problématiques qui nous font un tour de la mer Rouge. Donc, pour Djibouti, qui a commencé à avoir un port historique, puisque la République de Djibouti est formée à partir du port de Djibouti. Puisqu'auparavant, c'était au nord, à Obok, que Djibouti a commencé à... le gouvernement français de l'époque avait installé. Vu l'importance de Djibouti pour le chemin de fer et pour les activités maritimes, Djibouti a été créé de par cette stratégie. Aujourd'hui, nous avons, Dieu merci, 7 ports et une zone franche très dynamique auquel je souhaite certains d'entre vous qui seraient intéressés à justement servir une partie de l'Afrique de l'Est et de l'océan Indien de pouvoir y utiliser. Pour juste résumer sur ce point d'intégration régionale, nous avons 13 câbles sous-marins. Ces 13 câbles sous-marins nous mettent au premier rang des pays africains dans l'intégration, je dirais, de la télécommunication. Pour aussi vous donner l'importance de cette intégration, que nous continuons à travailler avec des pays comme l'Éthiopie, dans le cadre de l'électricité, l'interconnexion électrique, dans le cadre justement de ces câbles sous-marins et de câbles à utiliser dans les télécommunications, mais aussi pour que nous puissions développer le rail qui est aussi électrique, mais aussi les autoroutes. Tout ce que nous sommes en train de parler et que le chef de l'État a parlé de ce matin pour, je dirais, le Congo, nous sommes aussi en train de travailler dessus et nous nous félicitons de cette réussite auquel nous souhaitions que ça continue. Merci beaucoup. Alors à vous entendre, on pourrait presque croire que l'intégration est déjà complètement faite. Mais une question qui me vient, c'est quels sont donc les freins? Parce que lorsque je vous entends vous parler du fait qu'aujourd'hui, Djibouti va bientôt desservir, donc vous avez dit jusqu'en Ouganda. Vous avez parlé du fait que vous desservez l'Égypte, donc à peu près 97% de tout leur port. On a parlé donc aussi du Cambodge, des avantages qu'on peut avoir, le fait d'avoir un passeport qui empêche le besoin d'un visa. On peut avoir aussi des avantages fiscaux et autres. On a parlé du Bénin au niveau du fait que cette intégration régionale évite certains conflits. Et en Europe, on a parlé du fait de la confiance qu'imposent certaines règles qui fait qu'on peut travailler avec une certaine prédictabilité. Mais quels sont donc les freins aujourd'hui pour cette intégration lorsqu'on parle des pays d'Afrique pour vous? Quels sont les freins? Pourquoi est-ce qu'on n'y est pas encore pour le rendre réalité? Une question ouverte, hein. Vous pouvez chacun votre tour. Merci beaucoup. Alors, je pense que l'espace francophonique, c'est un espace familial. Et je pense que dans une famille, on peut se permettre de se dire la vérité. Et je me permettrai de dire quelques petites vérités, si vous voulez bien. C'est vrai que la francophonie s'impose pour le développement de nos peuples. Je suis persuadé, comme tout le monde dans cette salle, que c'est un vecteur de richesse, c'est un propulseur de croissance. Il est évident que nous devons, accompagner tous les processus qui permettent véritablement de nous ancrer dans toute forme d'intégration régionale, en l'occurrence francophone.
Malheureusement, effectivement, il y a des freins, il y a des difficultés, il y a même certaines formes de frustration qui se constatent. Et je voudrais évoquer quelques-unes. Vous savez, il y a quelques années, nous avons vécu la période du Covid. Lorsqu'on a eu le Covid, personnellement, je n'ai pas eu le sentiment que la répartition des vaccins ait tenu compte du fait qu'on parlait le français de la même façon. Je n'ai pas eu le sentiment qu'on a tenu compte, je dirais, de l'intégration régionale pour répartir les vaccins. Le sentiment qu'on a eu, c'est que chaque peuple a essayé, enfin chaque peuple, certaines communautés, en l'occurrence l'Europe, les États-Unis, ont essayé de privilégier leur peuple au détriment de certaines appartenances, je dirais, régionales. Ça, c'est un fait qui est évident. Lorsque je regarde ces salles, ce que je note, c'est que la plupart des personnes qui sont ici, on en a dénombré près de 1500. L'objectif pour les personnes dans cette salle, c'est de pouvoir faire du réseautage, d'échanger des cartes de visite, de voir dans quelle mesure un Français, un Canadien peut travailler avec un Béninois, un Cambodgien, un Laotien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous partirons de cette salle et que chacun rentrera chez lui, et que le Français, ou le Canadien, ou le Belge, ou le Suisse voudra venir en Afrique, ben, il prend son téléphone portable, il fait une demande de visa en ligne, et en 2 secondes, il a son visa. Lorsque mon interlocuteur français, que moi j'ai envie d'aller voir à Paris ou à Montréal, je vais le voir, eh bien, je prends un rendez-vous auprès d'une société, au Bénin, ça s'appelle le Capago. On me met à peu près 2 mois pour avoir le rendez-vous. Et puis ensuite, pour des raisons diverses, on m'explique que je ne suis pas éligible pour avoir le visa. Il y a là un dysfonctionnement extrêmement criard. Vous savez, je me suis abonné à ChatGPT et pour optimiser mon investissement, je m'amuse à poser des questions à ChatGPT. Et la dernière question que j'ai posée à ChatGPT, c'est à combien s'évalue le montant collecté par les consulats français en Afrique sur les visas refusés ces 10 dernières années? Alors, lorsque j'ai eu la réponse, le sentiment que ça m'a donné, ça a été le même que j'avais lorsque ma mère me donnait une cuillerée de l'huile de foie de morue. Ça m'est resté au travers de la gorge. Alors, si vous voulez que je vous donne la réponse, eh bien, ça fait 159 milliards de francs CFA. Mesdames, Messieurs, le montant collecté par les consulats français en Afrique de 2015 à 2025 sur les visas refusés sont évalués à 159 milliards de francs CFA. Je dis bien visa refusé. Naturellement, ça génère des frustrations. Lorsque nous sommes d'accord sur le fait que nous voulons développer notre zone régionale et qu'il faut absolument propulser nos économies, pour moi, la ressource la plus importante, c'est la ressource humaine, c'est le capital humain, c'est le potentiel humain. Et ce capital humain, il faut le former, il faut l'éduquer. Jusqu'à preuve du contraire, c'est dans les pays occidentaux, dans le Nord, qu'on a le savoir. Mais regardez ce que vivent aujourd'hui nos enfants pour avoir le visa pour aller faire leurs études. Regardez ce que vivent la plupart des étudiants africains, étrangers qui sont en France et qui parfois veulent renouveler leur visa et qui ont des difficultés de renouvellement. Je crois qu'il y a de vrais problèmes de frustration qui méritent d'être abordés avec beaucoup de sérénité, sans passion, sans parti pris, mais effectivement qui méritent d'être évoqués. Merci. Je vais laisser M. Martin rebondir et s'excuser. Non, je voudrais réagir à ça en disant que je crois que chacun d'entre nous est conscient de ces problèmes, des freins, objectivement, que ça occasionne, et puis des frustrations sur un plan plus affectif, et c'est pas du tout péjoratif quand je dis affectif. Mais la réponse, précisément, elle est dans ce que j'appelle la diplomatie économique. Je crois que le sujet a donc été parfaitement identifié par chacun de nos mouvements patronaux. Il l'est par notre association, notre alliance des patronats francophones. Et moi, j'affirme que la diplomatie économique, ça fonctionne. Je parle sous le contrôle des intéressés, mais je crois pouvoir dire que les travaux qu'avec nos amis marocains de la CGEM on a menés pour essayer de rapprocher les positions
qui était très éloignée à ce moment-là entre les gouvernements marocains et français. Cette diplomatie économique a fonctionné. Au sein de l'Union européenne, où il y avait des divergences de vues très fortes, par exemple sur le nucléaire et le financement du nucléaire, le MEDEF a pris l'initiative de réunir 19 patronats européens pro-nucléaire, et j'affirme que ça a pesé dans l'inflexion, à vrai dire le changement complet de position de la Commission européenne et du Parlement européen sur le nucléaire. Donc la réponse, je pense qu'on l'a entre nos mains, et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté entre nous. On est tout à fait d'accord pour agir dans ce sens, et le plus vite sera le mieux. Ce que je voudrais ajouter, c'est que en tant qu'investisseur, ma propre entreprise intervient en Afrique. Alors, je ne sais pas si mon cas mérite d'être généralisé. Qu'est-ce qui freine mes décisions d'investissement en Afrique, alors même que je suis convaincu que c'est un champ de développement absolument extraordinaire? Il y a le sujet de la paix. C'est important. La paix, la stabilité gouvernementale. Il y a le sujet, je le redis, d'un cadre juridique le plus harmonisé possible. Il y a le sujet de la monnaie et de la stabilité de la monnaie, qui est également un enjeu important, puisque plus on dissipe les aléas ou les inconnus, plus on rassure en définitive les investisseurs pour s'inscrire dans une relation durable. Il peut y avoir l'obstacle de la langue, et là aussi j'utilise un paradoxe. Il n'a échappé à personne qu'au sein de l'Union européenne, 27 pays, ce n'est pas 27 pays qui parlent la même langue. Quelques-uns ou des parties de pays, je pense à nos amis wallons, je pense à nos amis de la Suisse romande qui ne sont pas au sein de l'Union européenne, mais en règle générale, on ne parle pas la même langue. Et donc, on a cet actif extraordinaire, pour bon nombre d'entre nous, de parler cette même langue. Donc voilà, quand on essaie d'identifier un certain nombre de fondamentaux de la réussite et de la réussite en commun, il y a ceci, il y a les infrastructures, et on voit qu'il y a des projets extrêmement porteurs qui d'ores et déjà ont été réalisés en Afrique, sur la côte ouest en particulier, qui méritent d'être amplifiés encore. Et il y a enfin le sujet de l'énergie. Et là aussi, je crois que c'est un déterminant pour bon nombre d'investissements industriels, pour commencer, mais également dans les infrastructures de transport. Et je pense qu'on a des savoir-faire communs à partager sur tous ces sujets d'infrastructure, d'énergie, de cadre juridique et fiscal. Donc, poussons tous ces sujets-là auprès de nos pouvoirs publics pour que, au-delà de leurs contraintes propres, ils prennent mieux en compte l'évidence, en définitive, que c'est l'économie qui tracte la prospérité. Merci. Je vois que M. Dalaoui, vous voulez rebondir, mais juste peut-être un mot qui pourra orienter également votre intervention. Vous avez parlé de la monnaie. On est conscient qu'il n'y a pas notre monnaie sur le continent aujourd'hui n'est pas interchangeable. On ne peut pas justement. Qu'est-ce que vous en faites de cet élément-là? Merci. Moi, je voudrais juste revenir sur ce point concernant M. Martin nous quitte, mais il reviendra. On peut l'applaudir. Oui. Voilà. Je voudrais revenir sur le point concernant quelles sont les problématiques. Si je peux parler du problématique africain, je pense, et francophone, je crois qu'il y a une disparate des règles, je dirais, d'investissement qu'il faut souligner. Il y a un problème aussi, je dirais, récurrent de la formation professionnelle, dont il est question de résoudre. Il y a aussi les échanges, parce que l'Union africaine, dans son champ, doit être catalyseur de la réussite économique africain, si je peux parler de l'Afrique. Mais si je parle de l'Afrique francophone, il ne faut pas qu'on s'attelle sur ce qui s'est passé de certaines années précédentes. Il est à mon avis de notre devoir de pouvoir encourager à ce que les chefs d'entreprise puissent davantage comment dirais-je, à travailler ensemble et à mettre en place des stratégies de réussite dans le cadre de l'intégration, dans le cadre de l'investissement. J'entendais tout à l'heure des investissements qui se font au Congo, je ne suis pas au courant. Je suis au courant à partir d'aujourd'hui et je sais que je pourrais orienter des hommes d'affaires qui seraient intéressés
à investir au Congo et vice-versa. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus de discussions économiques, pas seulement, je dirais, culturelles, comme disait la secrétaire générale de l'OIF, mais il faudra, avec un courage bien déterminé, penser à ce qu'on puisse réfléchir pour l'avenir de nos enfants, tout en tenant compte de ce qui ne nous a pas réussi, comme, je dirais, un pont en avant. Voilà ce que je voudrais rajouter. Merci, M. Wallet. Alors, on a parlé, donc, ici c'était important, donc, de la monnaie. On ne peut pas changer, c'est-à-dire que si je viens au Congo avec mes francs CFA, je ne suis pas sûr de pouvoir les changer à Djibouti, ou encore si je vais au Cambodge, je ne pourrai pas. Je dois forcément passer par l'euro ou passer par le dollar avant de pouvoir les changer. On est bien d'accord. Est-ce que cela est un fait ou vous acceptez les CFA au Cambodge? Non, au Cambodge, on n'accepte pas les CFA, mais on a un système un peu particulier qui fait qu'on a le dollar est en totale libre circulation. Donc on a en réalité deux monnaies, on a le dollar et le riel. Le riel nous servant de monnaie d'appoint. Mais tout Cambodgien a aujourd'hui systématiquement deux comptes, un compte en USD et un compte dans la monnaie locale. Je pense que ce qui est dit, c'est pas vraiment vrai. Pour moi, la monnaie, c'est pas un problème. Encore une fois, si je reviens à notre situation en zone ASEAN, chacune des 15 nations a sa propre monnaie. Est-ce qu'elle est convertible? Elle est convertible aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, par exemple, sur la zone Mekong, d'ailleurs, c'est une initiative qui a été lancée par la Banque centrale cambodgienne, avec un système de QR code. Et aujourd'hui, je vais en Thaïlande, je vais au Laos, je vais aux Philippines, je vais en Malaisie, je peux payer à partir de mon compte cambodgien directement, sans frais bancaires, et c'est directement convertible. Donc si c'est possible chez nous, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas possible aujourd'hui. Je pense que c'est simplement une question de volonté et de coordination. Et je voudrais revenir, je vais peut-être un petit peu provocateur, mais sur la question des visas. Par exemple, je suis venu avec mon passeport français, parce que c'est plus simple pour venir ici. Si j'étais venu avec un passeport cambodgien, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile. Et la réalité, c'est que les visas, en fait, chaque pays a ses règles, et ce n'est pas facile de les coerciser vers plus de liberté. Ça a été le choix qui a été fait encore une fois dans notre zone. 15 pays, c'était pas facile, avec des niveaux de développement très différents, énormes. Un pays comme Singapour, Patrick est parti, je peux le dire, Singapour est peut-être aujourd'hui plus riche que la France, alors qu'on a des pays dans la zone ASEAN qui sont parmi les plus pauvres au monde. Il n'empêche qu'il n'y a aucun contrôle sur l'immigration aujourd'hui, qu'un passeport d'un pays à un autre, on peut franchir la frontière, voire même avec des cartes d'identité dans certains cas. Donc tout est une question de volonté et de concertation. Monsieur Fassia, vous voulez répondre? Oui, après, je voudrais rebondir sur ce que mon collègue a dit. Tout à l'heure, j'ai évoqué les questions de visa par rapport aux pays du Nord. Mais attention, n'oubliez pas que ça nous concerne aussi en Afrique. Moi, je suis béninois. J'aurais bien aimé aller au Congo-Kinshasa samedi prochain. Je ne peux pas parce que justement, je n'ai pas de visa. Pour moi, c'est quand même un dysfonctionnement. Il y a 2 semaines, je devais aller au Suriname, en Océanie, avec mon passeport béninois. Mais justement, je n'ai pas eu droit de visa. Alors, expliquez-moi ce qui justifie le fait que j'ai le droit d'aller au Suriname sans visa et que dans le même temps, je n'ai pas le droit d'aller au Congo, Kinshasa, sans visa. Pour moi, c'est une incongruité qui n'a pas de sens. En ce qui nous concerne au Bénin, nous avons levé le visa pour tous les Africains, quel que soit le pays africain. Quel que soit le pays africain, à partir du moment où il est muni d'un passeport et qu'il est d'origine africaine, quel que soit le pays, eh bien, il est bienvenu au Bénin sans le moindre visa. Et je pense que la plupart des pays africains devraient s'en inspirer. Bon. Je pense qu'on parle absolument d'intégration. Le temps. Alors du coup, Monsieur Régis, vous êtes membre fondateur de l'Alliance patronale qui nous accueille ici. Aujourd'hui, pour vous, peut-être une question un peu dirigée, mais qu'est-ce que cette alliance a apporté ou peut apporter dans le cadre de l'intégration régionale? Parce que c'est vrai qu'on se retrouve
tous ici. Elle se produit dans plusieurs pays. C'est la 25e édition sur ma part. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Mais pour vous, qu'est-ce que cette union a apporté ou peut apporter dans cette intégration? Comme dirait Chirac, pour ne pas le nommer, très très belle question. Merci de me la poser. Je pense que les choses se voient par elles-mêmes. Je pense que l'Alliance des patronats francophones, dont je suis fier de faire partie des membres fondateurs aujourd'hui, a mis en place un produit qu'on appelle la REF, la rencontre des entreprises francophones. Et c'est la 5e édition. Moi, en tant qu'Africain, en tant que patronat africain, je suis obligé de vous dire que c'est à la faveur de la REF que j'ai fait la connaissance de la plupart de mes collègues, je dirais, du patronat africain. J'aurais jamais connu Michel s'il n'y avait pas eu la REF. Et je reste persuadé que la REF, je dirais au-delà même de Michel, je peux même dire que c'est du fait de la REF que j'ai connu mon voisin, le président Tamignon du Togo, qui est à 1 heure de Cotonou. Je veux dire, c'est ça la REF. La REF est un instrument véritablement important et c'est une émanation de l'Alliance des patronats francophones. Je pense que l'Alliance des patronats francophones, de mon point de vue, est l'une des plus belles inventions de la francophonie parce qu'elle a véritablement créé ce qu'on appelle la francophonie économique. Je ne sais pas si Geoffroy est dans la salle, je ne le vois pas. Il n'est pas là? Geoffroy n'est pas là? Il y a monsieur Geoffroy dans la salle? Non? Bon, il n'est pas là, continuez. Voilà. Donc je voudrais simplement dire que c'est au travers de cette alliance qu'aujourd'hui, nous pouvons faire beaucoup de choses au sein de notre communauté. Mais il faut que l'alliance aille plus loin. Il faut qu'on fasse au-delà de la rêve, qu'on fasse d'autres choses. Moi, je rêve d'une alliance des patronats francophones qui va créer une école d'excellence d'ingénieurs, d'architectes, de commerce. Parce que, étant donné que nos enfants ont des difficultés pour aller s'inscrire dans d'autres pays, l'alliance peut prendre ses responsabilités et dire désormais, moi j'ai besoin de potentiel humain. En tout cas, je vous remercie. Je pense que nous allons devoir... Je vous invite tous à remercier nos panélistes, autant qu'ils sont. Félicitations à chacun. Je vais vous inviter à ce qu'on puisse livrer. C'est le premier panel. On doit laisser la place également pour les autres. Merci à tous encore de votre intervention.